Today, this scene of preparation for a peaceful nuclear explosion is at an experimental site to perform a multitude of peaceful tasks for the betterment of mankind. Man is exploring a source of enormous, potentially useful energy, the nuclear explosion. À la fin des années 50, les bombes atomiques sont à la fois un sujet d'anxiété et de fantasme. Le projet Plowshare propose de creuser un deuxième canal de Panama à coups de têtes nucléaires, de couper une chaîne californienne avec des ogives pour y faire passer une autoroute, ou même de créer un port artificiel en Alaska grâce à une série de détonations extrêmement puissantes. Ce programme de recherche qui produit des cratères impressionnants est imité par le bloc soviétique, qui y voit une façon efficace de terraformer une taïga récalcitrante en déviant le cours de rivière ou en creusant des mines à ciel ouvert rapidement. D'autres ingénieurs de l'époque imaginent produire de l'électricité en faisant exploser des bombes dans des enclaves souterraines, de dissiper des ouragans en détonant une ogive dans l'œil du cyclone, ou même d'avancer dans l'espace en faisant surfer les navettes sur des ondes de choc formées par les explosions répétées de têtes nucléaires. L'atome n'est pas juste une source d'énergie providentielle, c'est carrément du génie civil. Et dans une conférence devenue célèbre, le président américain lui-même tente de convaincre que les bombes œuvrent à la paix. Cette philosophie, qui semble absurde à nos yeux aujourd'hui, n'est pas si éloignée de celle qui prétend que les bombes rendraient le monde plus sûr. Selon la théorie de la dissuasion nucléaire, lorsque deux puissances peuvent s'annihiler mutuellement, aucune des deux n'a d'intérêt rationnel à agresser l'autre. Comme les gens capables de décider de leur utilisation sont a priori rationnels, ces bombes ne nous menaceraient pas, elles nous protégeraient. Enfin, en tout cas, c'est un mensonge auquel tout le monde a très envie de croire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la théorie très logique et très rationnelle derrière la dissuasion nucléaire peut conduire de façon très logique et très rationnelle à des situations dont personne ne veut. Comme l'apocalypse, par exemple. At the end, we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. We came that close to nuclear war at the end. Rational individuals. Kennedy was rational. Khrushchev was rational. Rational individuals came that close to total destruction of their societies. And that danger exists today. There will soon be an end to this cold and wicked war when those hard-headed communists get what they're looking for. Je mets rapidement la vidéo en pause ici pour vous remercier de votre soutien. Dans la vidéo précédente, j'avais fait un appel à l'aide en vous expliquant que cette chaîne était en danger et vous avez été très nombreux à y répondre. Donc pour ça, merci. On en reparle à la fin de la vidéo, mais en attendant, reprenons. Dans le film La Fureur de vivre, paru en 1955, en pleine guerre froide, le personnage joué par James Dean affronte un rival dans le jeu de la poule mouillée. Deux conducteurs doivent rouler rapidement vers une falaise et le premier à tourner le volant est considéré comme le perdant. 4 ans plus tard, ce jeu inspire le philosophe et logicien Bertrand Russell, qui l'adapte pour discuter de la situation nucléaire mondiale. Dans son modèle, les deux voitures se foncent dessus et le premier à tourner est la poule mouillée. Tel que joué par des garçons irresponsables, ce jeu est considéré comme décadent et immoral. Mais lorsque le jeu est joué par d'éminents hommes d'État, qui risquent non seulement leur propre vie, mais celle de plusieurs centaines de millions d'êtres humains, on estime alors des deux côtés que les hommes d'État font preuve d'un haut degré de sagesse et de courage, et seuls les hommes d'État de l'autre côté sont répréhensibles. Ceci, bien sûr, est absurde. Le jeu de la poule mouillée est aujourd'hui un cas d'étude classique de la théorie des jeux, et on peut résumer les gains de chaque joueur dans un tableau. Si les deux joueurs tournent, aucun ne remporte quoi que ce soit. Les gains du premier joueur sont nuls, ceux du second aussi. Si aucun ne tourne, les deux perdent absolument tout. En revanche, si un seul tourne, c'est l'autre qui gagne, et vice-versa. Ce modèle est très utilisé pour comprendre la guerre nucléaire, et il suppose que les joueurs rationnels sont parfaitement capables de communiquer leurs intentions à l'autre, et qu'ils peuvent instantanément voir que la meilleure stratégie est de ne pas se coordonner. Si mon adversaire fait une chose, mon intérêt rationnel est de faire l'inverse. Dans un face-à-face nucléaire, hélas, aucune de ces suppositions n'est réaliste. Pendant 2 semaines d'octobre 1962, les deux blocs ont joué à une version très particulière du jeu de la poule mouillée. Le 14 octobre, un avion espion de la CIA repère des sites de lancement de missiles soviétiques sur l'île de Cuba. Ils sont installés par l'URSS en réponse aux missiles intercontinentaux américains placés en Turquie et aux nombreuses tentatives de déstabilisation du gouvernement de Castro. En menaçant directement de nombreuses villes du continent, ils démarrent l'escalade. To halt this offensive build-up, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated.
Le 22, le président américain Kennedy déclare une quarantaine pour empêcher les navires soviétiques, porteurs de nouveaux missiles, d'approcher de l'île. Il accompagne ce geste d'une lettre à l'intention du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, où il lui rappelle la détermination de son pays. Un pas de plus vers l'escalade. Le 23, Khrouchtchev refuse d'enlever les missiles. La situation s'envenime. Un pilote américain est abattu, le 27, et l'humanité retient sa respiration en attendant de savoir qui va tourner le volant en premier. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev finit par annoncer qu'il retire ses missiles le 28. Khrouchtchev se justifie devant le présidium du Soviet suprême dans ces termes. Nous nous sommes retrouvés face à face avec le danger de guerre et de catastrophe nucléaire, avec le résultat possible de détruire la race humaine. Pour sauver le monde, nous devons battre en retraite. Avec le recul, aucun des deux dirigeants ne semble vraiment avoir voulu aggraver la situation jusqu'au conflit nucléaire ouvert, plutôt l'inverse en fait. Ils ont surtout travaillé à négocier une porte de sortie malgré de sérieux problèmes de communication. Après le conflit, une ligne de communication directe a été ouverte entre le Kremlin et Washington pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Ce qui veut dire que, entre l'émergence du modèle de la poule mouillée et l'existence de cette ligne de communication directe, les dirigeants ne pouvaient pas réellement communiquer leurs intentions. L'une des conditions théoriques pour que la dissuasion nucléaire fonctionne n'était pas remplie pendant plus d'une décennie. Bref, au lieu de regarder du côté des dirigeants, il faut plutôt s'intéresser au système. À partir du milieu des années 50 et pendant des années, la doctrine américaine Dulles consistait à répondre à la moindre agression sur un pays de l'OTAN par des représailles nucléaires massives. Selon une interprétation possible de cette doctrine, la moindre opération spéciale soviétique en Europe de l'Ouest menait automatiquement à l'époque à l'utilisation d'ogives nucléaires, de toutes les ogives nucléaires. Le premier Single Integrated Operational Plan détaillait ce qu'il se passerait dans ce cas-là. Selon cette feuille de route, l'ensemble des 3200 ogives américaines étaient envoyées sur l'URSS, la République populaire de Chine et d'autres pays du pacte de Varsovie. 23 têtes nucléaires pour Moscou, 9 pour Leningrad, 18 pour Kaliningrad, etc., etc. Au total, c'était près de 300 millions de personnes qui seraient mortes en l'espace de quelques heures. C'est cette philosophie qui a guidé les choix nucléaires des US pendant plus d'une décennie. Cette école de pensée avait pour but de se défendre des agressions, bien sûr, mais elle avait également une fonction offensive. Un pays qui se dit prêt à répondre avec une violence inouïe au moindre geste d'agression du camp d'en face peut pousser la situation à son avantage, en montrant qu'il est prêt à utiliser des méthodes extrêmes s'il n'a pas ce qu'il veut. Cette stratégie du bord de l'abîme se reconnaît particulièrement à sa façon d'escalader radicalement les enjeux, typiquement en promettant des représailles massives. Les blocs ont parfois instrumentalisé la dissuasion nucléaire précisément pour amener toujours plus loin le risque de catastrophe et tenter de faire reculer l'autre. Entre les années 90 et 2000, la Russie avait une doctrine étrangement nommée « escalader pour désescalader ». S'il se sentait suffisamment menacé, le pays s'autorisait un tir préventif afin de mener l'adversaire à une capitulation rapide et éviter la montée des tensions. C'est un peu une version géopolitique d'un mec qui dégoupillerait une grenade dans une baston de bar. Effectivement, ça calme le jeu, mais à la fin, il n'y a plus de bar. En d'autres termes, le risque d'annihilation totale n'est pas un bug, mais une fonctionnalité de cette stratégie dans laquelle la dissuasion nucléaire vise à atteindre un paroxysme tel que l'un des deux joueurs doit capituler. Comme le disait Nikita Khrouchtchev, remplissez le verre nucléaire à ras-bord, mais ne versez pas la dernière goutte. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir exactement quelle sera la dernière goutte parmi toutes celles que l'on verse. Et c'est d'autant plus compliqué quand certaines gouttes sont plus faciles à verser que d'autres. Run, my baby. I was behind the rising sun. Dès le début de la guerre froide, les états-majors des deux blocs se rendent compte de l'utilité modérée des armes stratégiques, qui sont de plus en plus puissantes, en particulier en situation de combat. En pratique, elles sont surtout utiles pour vitrifier des villes entières, ou en tout cas dissuader le camp d'en face en essayant de le convaincre qu'elles peuvent le faire, et rapidement se crée un besoin pour des armes déployables sur le champ de bataille. Des bombes nucléaires tactiques, aux énergies plus faibles, sont développées. Elles sont conçues pour être tirées par des pièces d'artillerie ou par des lance-roquettes, comme la fameuse Davy Crockett qui tenait à l'arrière d'une Jeep. Comme pour les autres munitions d'artillerie, les armées des deux camps sont entraînées à se déplacer rapidement au niveau des sites bombardés. Certaines sont miniaturisées à l'extrême, et leurs énergies sont parfois plus faibles que les explosifs conventionnels. La grosse différence, c'est qu'elles irradient la zone d'impact et la rendent impraticable pendant des mois ou des années. Au plus fort de la guerre froide, l'armée américaine conçoit même des bombes tactiques qui sont faites pour être portées dans des sacs à dos. Des unités spéciales, les Green Light Teams, sont entraînées à sauter en parachute dans les pays du pacte de Varsovie, derrière le rideau de fer, avec dans leur sac des bombes capables d'oblitérer une ville entière. Certains projets transforment aussi des ogives en mines terrestres, dont la fonction est d'attendre une éventuelle invasion soviétique de l'Europe occidentale. L'idée est d'en placer à intervalles réguliers sur la frontière allemande
et d'attendre. Le projet britannique Blue Peacock propose même d'utiliser des poulets vivants pour réchauffer l'électronique de ces mines pendant les hivers difficiles de l'Allemagne de l'Ouest. La guerre froide a vraiment été un moment étrange de l'histoire de l'humanité. Mais ces armes sont extrêmement dangereuses, parce que les bombes tactiques fournissent une forme de marche-pied vers l'utilisation de bombes plus puissantes. Pendant une confrontation, un camp qui se sent acculé peut choisir d'utiliser une petite bombe tactique de quelques kilotonnes. Ça fait peut-être juste un gros boom en altitude, sans faire réellement de victimes, mais ça frappe l'imagination avec le champignon atomique caractéristique. Choqué, le ou les camps d'en face effectuent des représailles qui déclenchent nécessairement une réponse, et au fur et à mesure, les tailles des bombes augmentent graduellement. L'emploi d'une grosse bombe stratégique de plusieurs mégatonnes semble difficilement acceptable, alors que commencer par se faire des politesses à coups de petites ogives tactiques est plus accessible militairement. Comme le dit la chercheuse en sciences politiques Nina Tannenwald, en rendant les armes nucléaires plus petites et le ciblage plus précis, leur utilisation devient plus envisageable. Paradoxalement, si cela rend les menaces de dissuasion plus crédibles, cela rend aussi les armes plus tentantes à utiliser en premier, plutôt que simplement en représailles. Ce sont ces raisons qui ont amené le bloc occidental à vouloir démanteler son stock de bombes tactiques. Des 7400 bombes qui étaient stationnées en Europe au plus fort de la guerre froide, il n'en reste aujourd'hui plus que 400. Mais tout le monde n'a pas reçu le mémo et la Russie en a gardé plus de 2000. Ce sont ces petites bombes tactiques qui étaient au cœur des intimidations nucléaires de 2014, lors de l'invasion de la Crimée, de 2015, lorsque le Danemark voulait rejoindre le système de missiles de l'OTAN, et de 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est dans l'intérêt de personne qu'elles soient effectivement utilisées, et on reviendra là-dessus dans quelques minutes, mais c'est intéressant de voir que ces armes constituent toujours aujourd'hui une rampe glissante vers une situation hors de contrôle, où le moindre accident peut déclencher une catastrophe monumentale. Et des accidents, d'ailleurs, il y en a eu pas mal. À l'automne 1962, la base aérienne de Duluth, Minnesota, est sous tension. Comme dans la plupart des établissements militaires du pays, le niveau d'alerte est relevé d'un cran avec la crise des missiles de Cuba. Les bases avec un arsenal nucléaire sont au niveau DEFCON 2, juste un niveau avant le conflit ouvertement déclaré. L'opération Chrome Dome envoie patrouiller de très nombreux bombardiers nucléaires, armés pour défendre le continent américain. La pression est monumentale. Lorsqu'un garde du Duluth Air Defense Sector voit une forme qui tente d'escalader la grille, dans la nuit du 25 octobre 1962, il ne réfléchit pas. Il déclenche l'alarme qui signale un acte de sabotage et il tire sur l'ombre. L'alarme résonne dans toutes les bases voisines, dont celle de Volkfield, à 350 km de là. Cette petite installation, préparée en urgence pour répondre à la crise cubaine, a un petit défaut électrique. L'alarme qui sonne à la place est celle qui ordonne aux intercepteurs F-106 de décoller en urgence. Leur cible, de potentiels bombardiers ennemis dont l'attaque est probablement synchronisée avec les sabotages. Ces avions, armés de missiles nucléaires, sont sur le point de décoller quand un officier de la base reçoit l'information que le saboteur de Duluth n'est autre qu'un ours noir, qui s'enfuit d'ailleurs à quatre pattes dès qu'il entend les tirs. Volkfield est dépourvu de tour de contrôle, et l'officier doit rattraper les avions sur le tarmac avec une Jeep pour les empêcher de décoller. C'est que, s'il n'y avait effectivement aucun bombardier russe en route pour vitrifier New York, il y avait cependant de nombreux B-52 du projet Chrome Dome dans les environs. Leur trajectoire était classifiée et inconnue des pilotes des F-106, qui auraient tout à fait pu intercepter un avion ami armé de bombes thermonucléaires. Un probable accident catastrophique a été évité de justesse, et c'est un ours qui a failli le déclencher. La guerre froide est remplie d'anecdotes de ce genre. Officiellement, il y aurait eu 32 flèches cassées de ce type, que ce soit des ogives perdues, des incendies qui se déclenchent dans des bombardiers nucléaires, ou des erreurs de manutention assez graves, mais des dossiers déclassifiés montrent plutôt qu'ils se comptent par centaines, seulement aux US. Rien que le nombre de bombes perdues qui n'ont jamais été retrouvées est assez inquiétant. 6. Il y en a eu 6 du côté américain. Ce n'est pas si surprenant après tout. L'arsenal nucléaire du pays se comptait en dizaines de milliers de têtes, et il était mobilisé dans des opérations à haut risque, comme les faire voler en permanence au-dessus du continent. Dans n'importe quelle industrie, on s'attendrait à observer des incendies involontaires, des pannes, des erreurs humaines. La seule différence ici est que le produit peut faire des cratères plutôt profonds. Mais la recette pour les catastrophes empire lorsque l'on rajoute le stress causé par les situations de crise. Pendant la crise des missiles de Cuba, par exemple, il y a eu pas moins de 6 catastrophes évitées de justesse, certaines à quelques heures d'intervalle à peine. Par exemple, le 27 octobre 1962, un sous-marin soviétique armé de torpilles nucléaires, avec l'autorisation d'en faire usage, se retrouve encerclé par une flotte américaine, qui lui signale de remonter en tirant des grenades anti-sous-marines. Sans contact avec Moscou, le commandant perd son sang-froid et demande de tirer les torpilles. Un officier à bord, Vassili Arkhipov, avait vu les effets de la radioactivité lors d'un accident dans un sous-marin et il réussit à calmer son supérieur.
L'anecdote est célèbre. Elle inscrit Vassili Arkhipov dans la plutôt longue liste de ces hommes qui ont sauvé le monde, des personnes qui ont su éviter la catastrophe dans des contextes où la dissuasion nucléaire ne suffisait de toute évidence pas à protéger l'humanité. Ces très nombreux accidents montrent que l'on a survécu à la guerre froide non pas grâce à la dissuasion nucléaire, mais plutôt malgré elle. Dans le Japon de l'époque d'Edo, on prétendait que le temple Kiyomizu avait un pouvoir magique. Il se disait que toute personne qui sautait de la plateforme du temple et survivait pour le raconter, voyait son vœu le plus cher se réaliser. Plus de 200 personnes auraient tenté ce bond de 13 mètres et l'expression est devenue un équivalent du « se jeter à l'eau » français. Au moment d'ordonner l'attaque sur Pearl Harbor, en engageant le Japon dans une guerre contre un ennemi largement plus puissant, le général et ministre Hideki Tojo déclara qu'à un certain point de la vie d'un homme, il était parfois nécessaire de sauter les yeux fermés du temple de Kiyomizu. La Seconde Guerre mondiale a été une débâcle totale pour l'Empire nippon et plus de 2 millions de Japonais y ont perdu la vie. Théoriquement, la dissuasion nucléaire demande des conditions très précises pour fonctionner. Il faut que les deux camps aient toujours les moyens de faire des représailles, sinon ça ne dissuade rien du tout. Il faut que les camps puissent communiquer très clairement leurs intentions et que le transfert d'informations soit parfait, sinon pas moyen d'être sûr que l'autre a bien reçu les raisons d'être dissuadé. Et surtout, il faut que les deux camps soient rationnels. Si l'un ou l'autre ne réalise pas que le lancement d'une bombe nucléaire entraînerait sa propre disparition, ou bien qu'il s'en fiche et qu'il n'a pas peur de mourir, parce qu'une plus grande cause que lui vaut bien son sacrifice, impossible de dissuader qui que ce soit. Ce très léger angle mort théorique a été vite compris et instrumentalisé. Comme l'a noté le prix Nobel Thomas Schelling, le jeu de la poule mouillée est avant tout une question de réputation. Si l'un des deux participants est connu pour être jusqu'au boutiste, il n'y a essentiellement plus de jeu, car l'adversaire saura qu'il est préférable de tourner le volant dès le début. Pour gagner le jeu, il faut donc se construire une réputation de détermination ultime. Certains États développent alors des solutions technologiques qui vont dans ce sens. Par exemple, pendant la guerre froide, l'URSS déploie le système Perimeter, qui peut lancer de façon autonome des frappes nucléaires en cas de crise sur des cibles préalablement déterminées par l'état-major, même si l'état-major en question a disparu dans une attaque. Ce système permet de montrer à tout le monde que même une fois détruit, le pays reste capable d'effectuer des représailles. Quand on y pense, c'est la plus efficace des dissuasions. Si tu m'attaques, je te défonce, et en plus, j'ai même pas le choix de te défoncer. Mais comme l'explique Thomas Schelling dans plusieurs de ses livres, la meilleure de toutes les stratégies, la plus efficace pour dissuader tout en arrivant à ses fins, est de paraître fou. Imaginez que vous vous tenez au bord d'une falaise, enchaîné par la cheville à quelqu'un d'autre. Vous serez relâché et l'un d'entre vous remportera un gros prix dès que l'autre aura cédé. Comment persuader l'autre de céder alors que la seule méthode à votre disposition, menacée de le pousser du haut de la falaise, vous condamnerait tous les deux? Réponse: vous commencez à danser de plus en plus près du bord. De cette façon, vous n'avez pas à le convaincre que vous feriez quelque chose de totalement irrationnel, comme de sauter ensemble du haut de la falaise. Vous n'avez qu'à le convaincre que vous êtes prêt à prendre un risque plus élevé que lui de tomber accidentellement de la falaise. Si vous pouvez le faire, vous gagnez. Une menace de vous entraîner tous les deux hors de la falaise n'est pas crédible. Une menace de prendre une chance de 60% de la même chose pourrait être crédible. La folie peut être diaboliquement rationnelle. Le jeu de la poule mouillée a pour présupposer que les participants sont des individus rationnels, mais si l'un des deux cultive une réputation de ne pas l'être, le jeu s'écroule. Sans surprise, ça n'a pas échappé à plusieurs dirigeants, dont Richard Nixon, qui lui a donné le nom de « théorie du fou ». Dans la guerre froide, il a beaucoup utilisé cette image d'homme colérique et imprévisible pour tenter de prendre l'avantage sur le bloc communiste. Et cette réputation n'était peut-être pas complètement déméritée. Durant l'été 1969, un avion espion EC-121 se fait abattre au-dessus de la mer du Japon par un missile nord-coréen. Nixon, complètement ivre, ordonne à des pilotes stationnés en Corée du Sud de se préparer à effectuer un tir nucléaire en direction du pays communiste. Heureusement, Henry Kissinger a le temps de contacter le chef d'état-major des armées pour leur demander de remettre cette décision au lendemain lorsque le président serait de nouveau sobre. En fait, les acteurs politiques peuvent agir irrationnellement pour de très nombreuses raisons. Pour propager leur idéologie au prix de leur vie, parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir correctement dans une situation de panique, ou tout simplement parce qu'ils ne subiront pas eux-mêmes les conséquences d'un bombardement nucléaire. Ce dernier point a été un véritable sujet d'inquiétude pendant la guerre froide. Si les chefs d'État peuvent survivre à l'apocalypse dans des bunkers sous des montagnes, alors ils sont les moins bien placés pour prendre la décision de la déclencher. Pour éviter que l'ordre ne soit donné trop à la légère et que ses conséquences soient trop lointaines aux yeux du président qui appuiera sur le bouton, Roger Fisher, professeur de droit à l'université de Harvard, a suggéré d'attacher un gros couteau de boucher à la valise nucléaire. Ma suggestion était assez simple.
mettez les codes de lancement dans une petite capsule, puis implantez cette capsule juste à côté du cœur d'un volontaire. Le volontaire porterait avec lui un gros et lourd couteau de boucher lorsqu'il accompagne le président. Si jamais le président voulait tirer les missiles nucléaires, la seule façon pour lui de le faire serait qu'il tue d'abord un être humain, de ses propres mains. Le président dit « George, je suis désolé, mais des dizaines de millions de personnes doivent mourir. » Il doit regarder quelqu'un et réaliser ce qu'est la mort. Ce qu'est la mort d'un innocent. Du sang sur le tapis de la Maison Blanche. C'est la réalité qui s'impose à lui. Dans les cas où les dirigeants n'arrivent pas à agir de façon rationnelle, à cause de leurs émotions ou parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la décision, on a tendance à se rassurer en se disant qu'il existe des garde-fous institutionnels, des bras droits moins nerveux, des hiérarchies qui protègent le monde de tyrans colériques. Le problème, c'est que parfois ces mêmes institutions peuvent aussi sembler tout à fait irrationnelles après coup. Rappelez-vous du plan SIOP qui projetait de tuer des centaines de millions de personnes à la moindre menace. C'était pourtant un plan tout à fait normal. Et en fait, on retrouve ce qui peut s'apparenter à de la folie à tous les niveaux hiérarchiques. Dans les années 60, des seniors de l'armée américaine travaillaient sur l'opération Broken Joe, qui planifiait de larguer quelques ogives sur le nord du Vietnam pour en finir avec cette guerre. Selon toute vraisemblance, ce sont les institutions militaires elles-mêmes qui faisaient pression sur le président pour qu'il emploie ses armes, pas juste un individu irrationnel, et ça n'en était pas moins complètement taré. En fait, de nombreux généraux et dirigeants ont montré que le prérequis de rationalité n'était pas toujours présent. Thomas Power, l'architecte du projet Chrome Dome, a par exemple déclaré un jour « De la retenue ? Pourquoi êtes-vous si soucieux de leur sauver la vie ? L'idée est de tuer ces bâtards. À la fin de la guerre, s'il reste 2 Américains et 1 Russe en vie, nous gagnons !» Dans ses mémoires, Khrouchtchev se rappelle que Mao Tse-tung, dirigeant de la République populaire de Chine à cette période, aurait déclaré « Je n'ai pas peur de la guerre nucléaire. Il y a 2,7 milliards de personnes dans le monde, peu importe si certains sont tués. La Chine a une population de 600 millions d'habitants. Même si la moitié d'entre eux sont tués, il reste encore 300 millions de personnes. » Très clairement, la dissuasion nucléaire n'est pas très efficace devant quelqu'un capable de sacrifier la moitié de sa propre population, et face à tout ça, on peut se poser une question. Comment ça se fait que l'on soit encore vivant ? We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Après un examen minutieux, la théorie derrière la dissuasion nucléaire semble extrêmement fragile. Ses conditions ne sont que très rarement remplies et son pouvoir de protection laisse à désirer, surtout vu l'ampleur du danger. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas morts à l'une des nombreuses crises de la guerre froide ? Cette question très légitime n'a hélas pas de réponse unique, qui fasse totalement consensus. Mais selon certains chercheurs en sciences politiques, il s'agit surtout d'une chose, le tabou nucléaire. Pour résumer simplement cette théorie de la chercheuse Nina Tannenwald, être le dirigeant qui tire le premier missile, et qui reste connu dans l'histoire pour ça ne fait rêver personne, parce que les conséquences sont toujours pires que ce que l'on peut en tirer. Les dirigeants savent très bien qu'en le faisant, ils deviennent responsables de la disparition du peuple dont ils ont la charge, à cause des représailles automatiques, et ils transforment aussi instantanément leur pays en paria international, sans alliés ni partenaires commerciaux. Au moment où je fais cette vidéo, il est par exemple impossible de prédire si la Russie de Poutine va mettre ses menaces à exécution, mais il est très facile d'évaluer ce qu'elle pourrait en retirer. Très peu de choses. Bref, quelle que soit la situation ou l'époque historique, le mieux pour tout le monde, c'est encore de ne pas jouer. Pour l'instant, on n'utilise pas les bombes. C'est comme ça. C'est mal, en plus d'être inutile. C'est une histoire de normes morales et le coût associé à son utilisation est si énorme qu'il interdit d'appuyer sur le bouton rouge. Mais aucune arme n'est conçue pour ne pas être utilisée. L'inventeur de la mitrailleuse Gatling pensait sincèrement qu'en créant cette machine, il réussirait à remplacer des armées entières par un seul homme et à réduire les victimes pendant les batailles, voire à rendre toute guerre impensable parce que trop meurtrière. Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, a déclaré que le jour où 2 corps d'armée pourront s'anéantir en une seconde, toutes les nations civilisées reculeront devant la guerre et libéreront leurs troupes. Évidemment, ni les Gatling, ni les dynamites n'ont mis un terme aux guerres, et on ne peut pas espérer la même chose des armes nucléaires. Vu les failles théoriques de la dissuasion nucléaire, les escalades volontaires jusqu'à l'abîme et les accidents potentiels, on peut même se dire que c'est un pur miracle que Hiroshima et Nagasaki aient été les seules villes à en subir l'explosion. Et c'est sans doute vrai.
Au-delà des efforts de plusieurs générations de diplomates, on a aussi eu probablement pas mal de chance. Mais si la probabilité d'un événement nucléaire est très faible, tant que nous posséderons les stocks de bombes et que nous aurons le savoir-faire technique et industriel pour en produire en masse, nous continuerons de jouer à ce jeu statistique. Et le problème avec ces armes, c'est qu'il suffit d'une fois. To perform a multitude of peaceful tasks for the betterment of mankind, for the betterment of mankind, Avant que vous ne partiez vous remonter le moral avec des vidéos qui traitent de sujets un tout petit peu plus rigolos, j'ai 2-3 petits messages hyper rapides. Promis, juré, ça prend 2 secondes et après, je vous fous la paix. Déjà, merci. Vraiment, merci. Vous avez été nombreuses et nombreux à soutenir la chaîne après mon appel à l'aide de la dernière vidéo, que ce soit sur Tipeee ou Utip. Et franchement, vous pouvez pas savoir à quel point c'était important. Du coup, merci. Vraiment, c'est incroyable. La chaîne est toujours démonétisée, je sais pas trop si ça changera, ni quand. Donc, si vous voulez continuer à soutenir le projet, les liens des sites de financement participatif sont en description. Le deal reste le même, en échange de vos écus remplis d'amour, je vous garantis que je vais m'arracher pour faire les vidéos les plus stylées possibles. Enfin, dernier point, si jamais vous voulez avoir un impact positif sur le sujet du nucléaire militaire, c'est possible. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ou ICAN dans la langue de Nixon, milite, comme son nom l'indique, à désarmer totalement l'humanité de ces gros pétards. Et elle a reçu un prix Nobel pour ça en 2017. Une branche française existe et vous pouvez y contribuer en donnant de votre temps ou de votre argent, le lien est dans la description. Voilà, j'ai fini. Merci encore infiniment pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À toutes!